Bonjour à tous, je vois que vous vous connectez progressivement. Comme à notre habitude, avant de réellement commencer, pour laisser le temps de vous connecter, on va faire deux petits sondages pour connaître un petit peu notre audience. Voilà, donc vous avez les résultats pour tous, pour voir un petit peu quelle est l'audience. Et le deuxième sondage. Voilà. Je pense qu'on a laissé les petites 5 minutes pour tous les problèmes de connexion, etc. et les gens puissent se connecter. Donc, rebonjour à tous. Bienvenue au nouvel opus des webinaires du GPRI qui s'appelle cette fois les jurinards, parce qu'on aime bien les jeux de mots. Donc, comme vous savez, ça va traiter de tout ce qui est aspect juridique autour de notre spécialité, parce qu'il nous semblait important au sein, en tout cas, des jeunes, d'avoir plus d'éclaircissements et d'avoir plus d'outils pour pouvoir mieux exercer notre spécialité, puisque c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément et on peut être directement, indirectement questionné sur des aspects juridiques, réglementaires, comment faire la part des choses. Et donc, on s'est dit qu'on allait trouver un moyen de donner un peu plus d'outils et un peu plus voilà, de contenu aux gens pour qu'ils puissent ensuite faire leurs recommandations et exercer dans la spécialité avec les bonnes bases et en connaissance de cause quand on émet des recommandations.
Et donc pour commencer aujourd'hui, on fait d'abord vraiment l'introduction pour connaître les bases de tout ce qui tourne autour d'un point de vue juridique dans les hôpitaux et dans notre spécialité particulièrement. Et donc on a la chance d'avoir Catherine Dumartin et Ségolène Bougès qui sont du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et qui aujourd'hui vont nous faire un petit panel sur tout ça. Comme vous savez, comme d'habitude, vous avez l'encart questions-réponses dans lesquelles vous pouvez poser vos questions. Et puis, mes collègues du GPRI qui sont là, donc Manon, Margot et Marion, qui ont travaillé dur pour l'élaboration du programme de ce jury-NAR, qui seront là pour modérer les questions et poser les questions que vous allez poser dans l'encart questions. Et éventuellement, si vous avez envie de poser vos questions à l'oral, vous pouvez aussi lever la main et puis elles se chargeront de vous donner la parole. Voilà, donc je vais inviter tout le monde à éteindre les caméras et je vais laisser la parole à Catherine. Bon webinaire. Bonjour et merci Stuti de cette introduction. Donc je vais partager mon écran et mettre en plein écran. Voilà, donc là ça doit être bon pour vous. Vous m'entendez bien toujours? C'est parfait. Bon, merci beaucoup. Donc Catherine Dumartin, donc je suis hygiéniste et aussi maître de conférence en droit et économie pharmaceutique à Bordeaux. Et donc, comme l'a dit Stuti, je vais vous poser quelques bases en termes de droit, donc appliquées à la santé. Et je terminerai par quelques notions de responsabilité, surtout pour introduire le deuxième jury-NAR. Donc l'objectif là avec la présentation que je vais vous faire, c'est pour vous de connaître les différents types de textes et comprendre leur hiérarchie. Connaître également les différentes sources d'informations pour que vous puissiez faire votre veille juridique et nous terminerons donc par quelques éléments sur les responsabilités professionnelles. Alors, les différents types de textes, vous entendez parler de cadres juridiques, de référentiels, de normes, etc. Donc, on va essayer d'organiser un petit peu tout ça. Et donc, dans ma présentation, je commencerai par le cadre juridique. Je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger. Non, pas du tout. Donc, Non, on ne voit pas. Mais vous on pouvez voit pas. utiliser le pointeur. Ah, hop, pointeur rouge. Et là, vous voyez? Non, peut-être pas. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, désolé. Alors, première ligne. C'est donc le cadre juridique. Alors, qu'est-ce que je vois? Pointeur laser. Hop, comme ça marche? Oui. Ça fonctionne. Oui. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Alors, on peut être doué en cadre juridique et beaucoup moins en manipulation de souris et de pointeur. Donc, nous allons commencer par ce que nous appelons vraiment le cadre juridique avec les différents textes dont on va discuter. Puis, nous verrons quelles sont les autres sources de, entre guillemets, la norme juridique avec des institutions qui peuvent diffuser des textes sur lesquels on s'appuie dans notre vie professionnelle. Nous verrons aussi la place des documents professionnels et des normes techniques de l'AFNOR. Donc, on débute par le cadre juridique. Le cadre juridique, on va mettre dedans tous les textes officiels qui sont issus du gouvernement ou du ministère chargé de la santé, donc le ministère qui nous concerne le plus, ou il peut y avoir d'autres ministères qui vont émettre du cadre juridique, par exemple le ministère de l'Environnement pour tout ce qui va toucher à la qualité de l'air ou de l'eau. Ces textes officiels sont publiés au journal officiel ou au bulletin officiel, c'est le mode de diffusion. Alors, la hiérarchie des textes, vous entendez parler de lois, décrets, arrêtés, circulaires. Comment tout ça s'organise et quels sont les textes les plus importants et les textes qui vont être moins importants dans cette hiérarchie? Eh bien, tout en haut des textes, il y a la Constitution française qui va donner le grand cadre et on ne peut pas faire des textes qui sont en contradiction avec les principes de la Constitution française. On va faire différents types de textes. Les plus importants, ce sont les lois ou les ordonnances qui vont poser des principes à respecter dans le domaine de la santé comme dans d'autres. Et puis, nous aurons d'autres types de textes comme les décrets ou les arrêtés qui vont apporter des précisions dites réglementaires pour l'application des principes de la loi. Donc, décrets et arrêtés, c'est ce qu'on appelle la réglementation et
tout ce qui est loi et ordonnance, c'est la législation. Donc les lois sont faites par le peuple, les députés pour le peuple et votés au Parlement. Les décrets et arrêtés vont pouvoir être rédigés par les ministères et signés par le Premier ministre pour certains décrets ou par les ministres concernés. Et puis, nous avons d'autres types de textes que sont les circulaires ou les instructions ou les notes d'information qui émanent aussi du ministère, mais qui ne sont pas de la réglementation, qui sont des précisions qui vont apporter des éléments pour mieux appliquer cet ensemble de textes. On va avoir des exemples. Alors là, on a parlé des textes français, mais il y a aussi des textes européens qui vont venir se rajouter dans le paysage. Les textes européens, nous en avons certains dans le domaine de la santé, notamment pour obéir à ce principe d'harmonisation européenne pour faciliter la circulation des produits dans le domaine de la santé, les médicaments, les dispositifs médicaux, les biocides également, et faciliter la circulation des personnes. Donc ça va être vraiment des textes sur ces domaines-là, produits, personnes, par exemple pour reconnaître l'harmonisation des diplômes au niveau européen. En termes de santé publique, des programmes de santé publique, la compétence relève de chaque État de l'Union européenne. Ce n'est pas l'Europe qui va harmoniser les politiques de santé publique. Donc là, on aura nos textes français en matière de santé publique. Quand il existe des textes européens, vous avez entendu parler de règlements, de directives. Ce sont des textes de niveau législatif. Donc ces textes de type règlement, ils vont se traduire, s'il y a besoin de traduire des éléments, dans la loi ou via des ordonnances qui ont le même niveau le même niveau hiérarchique que la loi. Donc les règlements européens, soit ils sont directement applicables, soit ils sont retranscrits dans des lois. Nous avons ensuite des textes de type directive qui sont un peu moins forts que le règlement, mais qui sont traduits obligatoirement en droit national par des lois et des décrets ou des arrêtés. Et puis, on peut rencontrer des textes européens qui sont du niveau des recommandations. Donc, on en trouve certains dans le domaine de la santé. Il existe par exemple une recommandation sur les infections associées aux soins, une recommandation sur la lutte contre l'antibiorésistance. Mais ça, ce sont des textes de santé publique, donc qui ne sont pas d'application obligatoire. Donc, soit on les regarde traduits en français, soit le cas échéant, il peut y avoir des circulaires ou des documents professionnels qui reprennent certains éléments de ces recommandations européennes, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, on a comme ça des textes européens qui sont traduits dans le droit français et d'autres qui sont simplement des recommandations pour nous inspirer. Alors ensuite, comme type de texte, vous entendez parler des codes. Le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale, le code du travail. Ces codes vont rassembler différents textes que sont les lois, les ordonnances et les décrets. Donc, on ne va pas trouver dans le code de la santé publique des circulaires ou des instructions, mais on va y trouver toutes les lois, les décrets qui sont en lien avec la santé publique. Et donc, c'est organisé dans les codes par thématique. Ces codes-là vont recueillir ces différents textes pour faciliter leur lecture par thème. Si on prend le code de la santé publique, ce code de la santé publique comporte 6 parties regroupées par thème. Il y a une première partie sur laquelle on va revenir à certains moments qui s'appelle Protection générale de la santé. Et puis, il y a d'autres parties que vous connaissez sans doute, la partie profession de santé et la partie établissement de santé. Donc, 6 parties pour structurer les différents textes dans le Code de la santé publique, avec cette structure-là pour une partie dite législative qui va regrouper les articles de loi ou issus d'ordonnances, et le même plan pour une autre partie qui est la partie réglementaire qui va regrouper l'ensemble des décrets. Et vous pouvez vous y retrouver dans la numérotation des articles puisque vous avez
avoir des articles qui sont intitulés avec d'abord une lettre, L, et ensuite un numéro. Et quand ça commence par L1, c'est dans la première partie du Code de la santé publique. Et quand ça commence par L6, c'est dans la sixième partie. Et donc là, on a le L parce qu'on est dans la partie législative. Et si on était dans la partie réglementaire, on aurait un petit r. Donc ça vous aide ensuite, quand vous voyez des articles du Code de la santé publique qui sont cités, à vous y repérer, de savoir si ça concerne la protection générale de la santé, les établissements de santé ou une autre partie. Donc voilà comment ça s'organise, comment ces textes se coordonnent entre eux. Alors si on prend une application pratique en matière d'établissement de santé, donc on va avoir des articles de loi dans la partie établissement de santé qui commence par 6 qui vont dire énoncer les missions des établissements de santé. Et donc par exemple, quand on a un article qui nous dit que les établissements de santé organisent la lutte contre les infections associées aux soins, c'est une obligation et on peut nous donner des modalités pratiques dans la partie réglementaire du Code de la santé publique. Et c'est le cas dans ces articles dont vous voyez les numéros ici, qui nous indiquent comment les établissements de santé vont lutter contre les infections associées aux soins. Donc ça, vous connaissez, hein, c'est le fameux article du Code de la santé publique qui nous dit qu'il doit y avoir un programme, une équipe opérationnelle d'hygiène avec les moyens nécessaires. Et ces précisions réglementaires du Code de la santé publique peuvent être complétées par des arrêtés, des circulaires. Il y a notamment une circulaire de 2000 qui précisait le rôle de l'EOH. Et puis, on va ensuite s'appuyer sur des recommandations de bonne pratique. Autre exemple de déclinaison de ces hiérarchies, on a dans la partie 3 de lutte contre les maladies une obligation législative pour les professionnels en dehors des établissements de santé de veiller également à prévenir toutes les infections liées à leur prévention. Et là, l'article de loi nous dit bien que le cas échéant, il peut y avoir différents arrêtés qui vont fixer les règles définies par ce principe de veiller à prévenir toutes les infections. Et puis pour l'ensemble des professionnels, vous savez qu'on a des règles de déontologie, des règles d'exercice, donc qui se retrouvent dans la partie 4 consacrée aux professionnels de santé. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour les médecins comme pour les infirmiers, dans les codes de déontologie et les règles d'exercice, il y a une notion de veiller à l'hygiène, à la qualité des soins dans les soins et l'activité. Donc, vous voyez, on a des principes dans la loi et des précisions dans les parties réglementaires. Et tout ça s'articule comme ça. On peut aller encore plus loin dans la déclinaison de cette hiérarchie. Je vous ai pris l'exemple de la déclaration des infections nosocomiales ou des événements indésirables graves. Donc, il y a un article de loi qui dit que tout professionnel qui constate une infection associée aux soins, dont les infections nosocomiales, doivent en faire la déclaration et doivent analyser les causes. Et la loi nous dit bien que les modalités pratiques sont fixées par décret. Et donc tout naturellement, on va trouver ensuite un décret qui en l'occurrence est paru en 2016, qui va introduire dans le Code de la santé publique différents articles réglementaires pour donner la définition de ces événements indésirables, la définition de la gravité et préciser comment on va déclarer. Et pour apporter encore plus de précision, vous voyez qu'il y a un arrêté qui a fixé le formulaire de déclaration, qu'on va retrouver dans le portail de signalement, et ensuite une instruction qui donne encore plus de précision et des détails sur la façon de signaler. Donc vous voyez dans cette hiérarchie des textes comment cela fonctionne et s'articule. Alors, dans le cadre juridique, vous voyez qu'on peut descendre à un niveau de circulaire qui peut donner des informations, mais il y a d'autres sources qui vont apporter des compléments sur la façon de faire et la façon d'appliquer le cadre juridique.
et il y a différentes sources possibles, mais là, en raison du temps, je vous en cite que deux, la Haute Autorité de Santé et le Haut Conseil de la Santé publique. Alors, comment ça se passe? Je vous ai remis là les missions de la Haute Autorité de Santé. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a une mission en matière de bonnes pratiques. Donc, elle va être en charge d'élaborer des recommandations de bonnes pratiques, des outils pour la sécurité des patients. Et puis, dans sa mission d'améliorer la qualité et la sécurité, il y a la mission de certification et d'avoir des indicateurs. Et dans les missions des établissements de santé, comme il y a le fait de lutter contre les infections nosocomiales, eh bien, tous les documents de la HAS qui vont expliquer comment lutter contre les infections nosocomiales ou comment mesurer les actions mises en place, eh bien, indirectement, les textes de la HAS deviennent opposables puisqu'ils permettent d'appliquer le cadre juridique. De la même façon que la certification étant obligatoire, le référentiel s'impose aux établissements de santé. Donc vous pouvez trouver sur le site de la HAS, que vous devez connaître bien sûr, les différentes rubriques qui vous donnent des informations sur la sécurité du patient, la certification et les indicateurs dont de nombreux concernent les infections associées aux soins. Donc ça fait partie, si vous avez la page sur les indicateurs, avec la liste des indicateurs qui se retrouvent à être appliqués. Pour la certification, vous avez toutes les informations sur le site de la HAS. J'en profite pour faire la pub du CPS Nouvelle-Aquitaine qui a diffusé récemment une comparaison du nouveau référentiel applicable à partir depuis septembre, notamment sur les critères du risque infectieux qui, donc, ces éléments-là deviennent indirectement applicables. Le Haut Conseil de la Santé publique va diffuser des avis et des rapports en matière de prévention des infections ou de prise en charge de cas. Et donc, ces recommandations vont pouvoir être parfois rendues opposables par le biais de notes d'information, d'instructions ou de circulaires. Ou bien ces recommandations et avis vont contribuer à la littérature scientifique à un moment donné. Donc, des sources à bien regarder. Et puis, tous les autres documents professionnels issus des sociétés savantes, notamment l'ASF2H, comme ça apporte des éléments pour lutter contre les infections associées aux soins, cela fait partie également des éléments qui seront pris en compte pour justifier qu'on lutte bien contre les infections nosocomiales avec les dernières recommandations à jour. Qu'en est-il des normes techniques de l'AFNOR ou du CEN, qui est le Comité européen de normalisation, ou de l'ISO, l'International Organization of Standardization? Eh bien, les normes, c'est défini, là je vous ai mis quelques éléments de définition, les normes contiennent des spécifications qui vont décrire un objet, une façon de réaliser un acte, un contrôle. Ces normes, elles sont élaborées à différents niveaux, en France, en Europe ou au niveau international, par des organismes, donc ce n'est pas les autorités publiques, ce sont des organismes qui associent différents partenaires, des professionnels, des industriels et les autorités qui participent à l'élaboration de ces normes. Les normes, vous trouvez ces éléments-là, il y a l'indication de est-ce que c'est une norme française, européenne, internationale, parfois c'est les trois, avec un numéro. Donc vous pouvez avoir des normes uniquement françaises, des normes internationales. En général, les normes internationales sont reprises dans le système européen, puis dans le système français. Ces normes, ça constitue des référentiels communs pour faciliter les échanges commerciaux. Donc c'est pour ça qu'il y a différents partenaires, dont les industriels, qui se mettent d'accord. Les normes, le principe, c'est qu'elles sont d'application volontaire par les industriels, puisque c'est une aide au choix pour l'acheteur, le vendeur, l'utilisateur. Mais il y a certains cas,
notamment en santé, où ces normes sont rendues obligatoires par la réglementation. Donc une norme, elle est volontaire parce qu'elle permet un référentiel commun et dans certains cas, elle est obligatoire et je vous ai cité par exemple les textes donc actualisés sur les déchets qui citent certaines normes dont certaines sont obligatoires, par exemple pour les déchets liquides. Mais il faut que ce soit mentionné dans une réglementation. Donc, vous le voyez, en synthèse, la hiérarchie des textes, on a les lois qui fixent les principes, les décrets, plus ou moins les arrêtés qui vont apporter des précisions. Vous avez, se rajoutant à ce cadre juridique, différents documents qui ont à peu près le même niveau de hiérarchie entre les professionnels, les normes, la littérature scientifique, qui vont apporter des éléments sur comment appliquer ces principes-là. Et cette déclinaison de texte, vous pouvez la retrouver par thématique, par exemple sécurité de l'eau, sécurité au bloc opératoire, et vous pouvez la retrouver aussi, cette organisation de texte, pour des éléments transversaux. L'organisation des établissements de santé, la déontologie professionnelle, l'éthique, le droit des patients, et c'est cet ensemble de textes qu'il vous faut prendre en compte pour travailler au quotidien. Donc vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais rappelez-vous que l'objectif de tous ces textes, c'est d'assurer la meilleure qualité et sécurité des personnes, que ce soit les patients ou vous-même professionnels de santé, dans un environnement qui se complexifie, vous en êtes bien conscient. Donc voilà pour cette hiérarchie des textes. Si vous voulez vous tenir au courant, vous pouvez faire votre veille juridique sur le JO tous les jours ou sur le bulletin officiel qui paraît tous les 15 jours. Mais vous pouvez aussi vous référer à la magnifique base documentaire du REPIA et puis vous tenir informé par les newsletters ou infolettres du REPIA et de la SF2H sur les différents textes parus. Donc, je vous ai mis là une copie d'écran de la base documentaire actuelle. Vous pouvez fixer, alors on a appelé ça cadre réglementation, mais c'est plus large, hein, il y a la loi, la réglementation. Et cette base documentaire va s'améliorer au fil du temps, donc vous aurez un accès plus facilité à tout ce cadre juridique. Et puis, bon, ben, pour vous inscrire, je suppose que vous connaissez parfaitement et que vous êtes tous inscrits à la newsletter du REPIA. Donc, pour conclure sur cette partie, faut bien comprendre que les textes, ils sont tous complémentaires, que vous avez les textes juridiques et d'autres référentiels qui parfois sont indirectement applicables. Les normes, elles sont obligatoires que si elles sont dans la réglementation, mais elles constituent un référentiel commun, donc c'est facile pour échanger. Pour vous tenir informé des évolutions, les bons sites. Et donc pour vous, c'est important de pouvoir connaître cette hiérarchie, d'où viennent les textes et pourquoi ça évolue dans le temps. Hein, c'est pour coller à des évolutions technologiques. Donc voilà pour cette première partie. Pierre Parnex m'avait demandé aussi de vous parler rapidement des différentes responsabilités pour introduire les webinaires ultérieurs. Donc on va terminer là-dessus. Donc les notions de responsabilité, qu'est-ce que ça sous-entend une responsabilité? C'est le fait qu'on puisse répondre de ses actes. Et je rajoute à cela de l'absence d'acte, puisque parfois dans notre métier, ne pas agir, ça a aussi des conséquences. L'objectif, quand on fait appel à ces notions de responsabilité, c'est de pouvoir réparer un dommage causé. Donc il faut bien qu'il y ait un acte ou une absence d'acte, un dommage, donc un préjudice, et entre les deux, un lien de causalité qui fait que quelqu'un va être responsable d'un préjudice. Donc, cette responsabilité, elle va s'exercer, son objectif, c'est vraiment d'essayer de réparer le préjudice, hein, elle va s'exercer à différents niveaux. Elle va s'exercer au niveau civil ou administratif, disciplinaire et au niveau pénal. Et donc, on distingue ces trois niveaux, ces trois cas
de responsabilité où la responsabilité d'une personne peut être engagée. Alors, la plus courante, c'est la responsabilité civile ou administrative. Là, la différence, c'est selon qu'on travaille en libéral ou en établissement de santé. Et l'objectif là, c'est d'indemniser une personne atteinte par un préjudice. Donc, c'est les dommages et le versement hein, de réparation pour la personne atteinte. Pour un professionnel de santé, sa responsabilité peut être engagée aussi en cas de faute ou de manquement au code de déontologie ou aux règles professionnelles qui sont dans le cadre juridique. Là, l'objectif, c'est bien de sanctionner un professionnel qui n'a pas respecté ses règles professionnelles et ça peut se traduire par un avertissement, un blâme ou une suspension d'exercice. Et puis, il y a la responsabilité pénale en référence à un code pénal qui définit des délits et des crimes. Et ici, l'objectif, c'est de punir une personne en lui infligeant une peine d'amende ou de prison. Donc, vous voyez ici un objectif de réparer, d'indemniser une personne. Ensuite, on a des objectifs de sanctionner ou de pénaliser un professionnel avec différents niveaux. Et donc, responsabilité disciplinaire engagée par manquement au code de déontologie ou aux règles professionnelles et responsabilité pénale engagée si on a commis un délit ou un crime. Donc, ces délits et ces crimes, c'est vraiment, il faut que ce soit défini dans le code pénal. Et je vous ai mis sur cette diapositive les éléments qui sont définis dans le code pénal. Donc, dans le code pénal, il y a cette notion d'imprudence, de négligence, de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Le fait de violer manifestement et de façon délibérée une obligation de sécurité. Bon, ça, c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment faire en dehors du cadre. Il y a bien sûr, je vous le rappelle, la violation du secret professionnel. Il y a la non-assistance à personne en danger qui est parfois mise en jeu. Je pense que Jean-Vinoc de Cousser et Joseph Ajar y reviendront. Et puis, il y a l'homicide ou la violence involontaire. Donc, on ne peut être poursuivi en pénal que si on a commis un de ces actes-là. Donc, voilà pour les responsabilités professionnelles. Et puis, dernier point, pour les responsabilités et la réparation des dommages en cas d'infection nosocomiale, sachez qu'il y a un cadre spécifique qui vous sera développé dans les webinaires ultérieurs pour les infections nosocomiales. Le cadre général de la responsabilité des dommages subis, hein, c'est que les professionnels de santé ou les établissements ne sont responsables qu'en cas de faute. Il faut donc montrer qu'on n'a pas fait de faute pour être tenu pour responsable. Ça, c'est le cas général, mais pour le cas des infections nosocomiales, c'est un cas particulier où là, la charge de la responsabilité est totalement à la charge des établissements de santé, où il est écrit depuis plus de 20 ans que les établissements sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Et donc ça, c'est en gros les cataclysmes ou les ouragans. Hein. Mais voilà, donc les établissements sont responsables et l'idée, c'est de pouvoir indemniser les personnes atteintes d'infections nosocomiales. Donc, ces éléments-là vous seront développés. Donc, vous voyez qu'il y a des cas particuliers pour les infections nosocomiales. Donc, voilà pour ce panorama rapide à la fois des textes juridiques et des responsabilités. Donc, tout cela vous servira de base pour la suite. Je vous remercie de votre attention et puis je pourrai répondre à des questions si vous le souhaitez. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et qui nous a bien fait des rappels hein, sur les différentes décrets, lois, etc.
On a une question, comment en pratique on peut mettre en place et utiliser du coup hein, ces lois, ces décrets, etc. Pour appliquer en fait nos actions et nos sensibilisations? Est-ce que vous avez des exemples où vous avez en pratique utilisé ça auprès de la direction ou auprès des professionnels? Ouais, je pense que c'est au quotidien qu'on les applique, alors sans forcément s'en apercevoir. Mais quand il y a une loi qui indique qu'on doit lutter contre les infections nosocomiales, ensuite l'obligation dans les textes de mettre en place un programme et une équipe d'hygiène, ben, voilà, ça s'impose aux établissements de santé. Donc on peut aller dire, bah oui, notre équipe d'hygiène, elle doit être constituée de ça, ça, ça. Et l'ARS est censée vérifier régulièrement que les établissements fonctionnent selon ce qui est obligatoire. Mm. Voilà, c'était l'objectif de la question hein, sur les effectifs, notamment des équipes d'hygiène, hein, qui sont quand même définies dans une circulaire, donc qu'on peut utiliser. On a aussi une question concernant les normes. Les normes qui sont du coup payantes. Et donc, comment est-ce qu'on peut se les procurer autrement qu'en payant si finalement elles sont obligatoires et qu'on doit les appliquer? Il y a pas de Alors, si solution. elles sont obligatoires, l'établissement est obligé de les acheter. Par exemple, il y en a pour la stérilisation, l'activité de stérilisation, les normes sont obligatoires. Donc là, les services de stérilisation sont obligés d'acheter les normes et d'avoir la dernière version en vigueur. Et ça, l'établissement doit mettre à disposition les moyens pour acheter les normes. Très bien. Donc, il faut demander à sa direction. Et Exactement. on avait aussi une dernière question concernant, donc vous avez parlé un petit peu hein, des responsabilités, etc. À quel point, du coup, la force d'une recommandation? À quel point on peut être tenu comme responsable de ne pas avoir appliqué une recommandation au-delà d'une loi où là on a compris on est responsable, et une recommandation, quelle est la force? Alors, les recommandations, ça fait partie de la littérature professionnelle et de ce qui va aider à mettre en place une action. Euh, c'est sûr que les décrets vont fixer les objectifs à atteindre en matière de sécurité. Et donc, si la recommandation, c'est le seul élément qui permet d'atteindre ce niveau de sécurité, bah, et qu'elle est largement reconnue, on pourra effectivement être tenu responsable alors pour que la responsabilité soit engagée, il faut qu'il y ait une plainte hein, de quelqu'un, toujours. Mais effectivement, si la recommandation, il n'y a que celle-là qui nous permet d'atteindre l'objectif, c'est pour ça qu'elle devient un peu indirectement applicable. Mais c'est aux Très bien. professionnels d'aller argumenter que c'est le seul moyen d'atteindre D'accord. l'objectif. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va directement passer à la présentation de Ségolène. On va vous donner la main. Ok. Donc il faut que tu actives ton micro. Pardon, vous m'entendez là, c'est bon? Ouais. Oui, on Parfait. t'entend. Par contre, Je partage, j'arrive. super. Donc là, c'est bon, c'est en plein écran pour vous? Non, on le voit bien, mais pas en présentateur. Ok, parfait. Ok. C'est tout bon. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Ségolène Bougès, je suis pharmacien à HU au CPS Nouvelle-Aquitaine et au laboratoire de droit et économie pharmaceutique à l'Université de Bordeaux. Et en fait, je suis doctorante actuellement et je travaille plus spécifiquement sur le cadre juridique relatif au bon usage des antibiotiques. Donc, ça va être donc vraiment d'étudier le cadre juridique qui s'applique précisément à l'usage des antibiotiques pour identifier des leviers, des redondances, des incohérences, etc. et faire in fine éventuellement des recommandations ou émettre voilà, des conclusions, des hypothèses. Donc là, aujourd'hui, on m'a sollicité pour vous parler donc du cadre juridique du bon usage des antibiotiques. Mais en fait, c'est quand même très très large. Donc c'est l'objet de mon travail et que j'ai pas encore terminé. Et donc il y avait plusieurs façons d'aborder les choses et je me suis posé la question. Donc
on avait tout le versant responsabilité des professionnels, mais sur le plan du bon usage des antibiotiques, je me disais que ça vous intéresserait pas forcément, dans le sens où ça ne touche pas, en tout cas à ma connaissance, directement les professionnels impliqués dans la prévention du risque infectieux. On est plus sur la responsabilité médicale lors de la prescription ou lors de la dispensation pour le pharmacien, etc. Donc il y avait une autre manière potentielle d'aborder les choses en vous parlant de l'organisation territoriale du bon usage des antibiotiques. Et là, on voit pour le coup, même si c'est une organisation à part, il y a un certain nombre de redondances, d'overlap avec la prévention du risque infectieux et donc d'interface. Et voilà, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être et c'était une façon aussi d'appliquer un petit peu ce que Catherine vous présentait juste avant. Donc voilà, mon objectif là dans cette présentation, ça va être du point de vue juridique, en partant du cadre juridique, vous expliquer l'organisation territoriale en faveur du bon usage des antibiotiques et éventuellement les interfaces recouvrement avec la prévention du risque infectieux. Donc on va commencer vraiment par la coordination territoriale en tant que telle, comment ça s'articule. Alors, il faut savoir que tout ça, ça se passe sous l'égide des ARS avec une affirmation progressive. Là, vous voyez qu'on est sur des textes de relativement bas niveau, si on peut dire. Tout a commencé avec une circulaire en 2002 qui mettait en place les centres de conseil en antibiothérapie de manière expérimentale, on y reviendra. Et là, à ce moment-là, il n'y avait pas encore les ARS, donc cette notion n'apparaissait pas. Et c'est vraiment en 2015, dans une instruction, que le rôle de l'ARS est mis en lumière pour tout ce qui est pilotage de la politique régionale et animation aussi de cette politique régionale en faveur du bon usage des antibiotiques, avec une volonté d'élargir aux 3 secteurs de soins, une volonté de décloisonnement, comme c'était formulé. Donc là, on était juste sur une mise en lumière du rôle de l'ARS, c'est formulé comme ça, et vraiment, c'est en 2020 qu'on a une affirmation de ces missions, de la responsabilité des ARS dans la mise en œuvre de la politique régionale, avec vraiment une synergie entre le bon usage des antibiotiques et la prévention du risque infectieux, parce que cette instruction, en fait, elle va nous parler de la lutte contre l'antibiorésistance. Mais à ce moment-là, en 2020, tout ce qui est organisation territoriale de la prévention du risque infectieux sous l'égide des ARS, c'est globalement plutôt bien mis en œuvre déjà. Donc, il va vraiment y avoir un focus sur l'organisation du bon usage des antibiotiques avec éventuellement son articulation avec la PRI. Donc, c'est ce que je vous disais. On a cette instruction de 2020 vraiment là qui est centrale pour l'organisation. Et en fait, tout se fait sous l'égide des ARS. Elle est vraiment responsable de la mise en œuvre de la politique régionale. Ça veut dire quoi ? Si on va lire un peu plus dans le texte, on voit que les ARS sont responsables de l'élaboration d'une politique régionale et de son pilotage en ce qui concerne la prévention de l'antibiorésistance et plus précisément avec un volet sur le BUA qui avec vraiment une stratégie qui doit être mise en œuvre et qui en fait découle de l'adaptation de la stratégie nationale. Donc vous la connaissez, donc la stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance, qui d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, est prolongée jusqu'en 2027. Et donc les ARS vont aller prendre cette stratégie nationale, voir les grandes orientations et décliner au niveau régional en fonction des spécificités de leur région qui sont issus des surveillances, des indicateurs type IQSS, IFAC, dont on reparlera tout à l'heure, ou des données de la certification. Et tout ça, cette politique régionale, elle va être inscrite dans le projet régional de santé, dans le PRS. Alors, on a une affirmation, on a dit progressive du rôle des ARS, c'est-à-dire qu'en 2015, on était censé avoir un chargé de mission sur la thématique qui avait un rôle d'animation, etc. Mais là, on a vraiment un référent sur la thématique qui doit être identifié dans les ARS, donc sur la thématique prévention de l'antibiorésistance, et qui a pour prérogative notamment la mobilisation et la coordination des acteurs régionaux. Acteurs régionaux, on verra juste après ce que ça veut dire.
Il a aussi le rôle donc d'animer un comité de pilotage transversal, et c'est ce comité de pilotage qui, de manière collégiale, va aller décliner au niveau régional la stratégie nationale et piloter et suivre un programme annuel d'activité. On voit dans le COPIL qu'on a notamment, en termes d'acteurs régionaux, donc les CRATB, les CEPIAS. Donc on voit bien qu'on a le versant prévention du risque infectieux, donc PRI, et bon usage des antibiotiques, BUA, qui sont ensemble avec les autres acteurs régionaux pour réfléchir à l'adaptation de cette politique. Tout ça, c'est écrit très clairement dans l'instruction de 2020. Alors, quand on parle d'acteurs régionaux, de qui on parle? Donc en fait, ce sont des équipes territoriales qui sont quand même assez calquées sur l'organisation de la prévention du risque infectieux et qui découlent d'un certain nombre de textes. Alors, on va parler d'abord des CRATB, les centres régionaux en antibiothérapie. Eux, c'est vraiment l'échelon régional, c'est le territoire régional. Et de manière historique, il y a eu une certaine évolution qui fait qu'on va avoir l'articulation d'un certain nombre de textes, ce qui rend parfois les choses un petit peu compliquées à comprendre et à mettre en œuvre. Donc, on avait en 2002 cette circulaire qui définissait notamment de manière la mise en œuvre expérimentale de centres de conseil en antibiothérapie. C'était vraiment du conseil, donc de la consultation. Le but, c'était d'apporter un éclairage pour une stratégie thérapeutique relative à une antibiothérapie auprès des prescripteurs surtout, et donc notamment des prescripteurs libéraux, parce qu'il y avait déjà cette volonté de décloisonner. En 2015, on a un encouragement. Donc là, vous vous rappelez, l'instruction de 2015, c'est vraiment qui commence à mettre en lumière le rôle des ARS, et il doit y avoir, donc les ARS à ce moment-là doivent encourager à la mise en place de ces centres de conseil en antibiothérapie complémentaires dans les régions. On arrive en 2020 où il y a 7 centres de conseil qui ont été mis en œuvre, et là il doit y avoir, donc on les appelle désormais les CRATB, on va voir pourquoi leur mission change, et ils doivent être mis en œuvre dans toutes les régions. Enfin, l'ARS doit impulser la mise en œuvre dans toutes les régions. Donc c'est encore une fois juste une responsabilité de l'ARS à ce moment. Et on voit que là, on va avoir un changement dans les missions. On arrête le conseil directement aux professionnels de santé pour la mise en œuvre d'antibiothérapie, mais on passe plus à un appui stratégique dont on va parler après. Et suite à cette instruction de 2020, on va avoir des textes bien plus forts en 2022, un décret, mais aussi un arrêté, avec, donc vous voyez, découle de ce décret une codification dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, avec des articles en R, comme on a vu tout à l'heure, et notamment la notion que dans chaque région, un CRATB doit être mis en œuvre. Donc depuis 2022, de manière claire dans le droit, dans le Code de la santé publique, on doit avoir un centre régional en antibiothérapie dans chaque région. Mais comment le mettre en œuvre? C'est toujours sous la responsabilité des ARS. Donc, c'est ce qu'on vient de voir là. On a l'instruction de 2020. Donc là, on fait un petit focus en fait sur les textes qui sont, on va dire, applicables actuellement pour les CRATB. Donc, on a l'instruction de 2020 qui détaille les rôles. On a un guide réflexe aussi, qui est un très gros guide qui s'intitule « Proposition à titre indicatif d'organisation régionale de la prévention de l'antibiorésistance dans sa dimension de promotion du bon usage des antibiotiques ». Donc, c'est un guide réflexe avec une proposition à titre indicatif d'organisation, mais en fait, il s'avère que c'est une annexe de l'instruction de 2020. Donc, elle a quand même un certain poids juridique. Donc, le décret du 18 novembre 2022 et un arrêté aussi qui correspond à un cahier des charges en fait des centres régionaux en antibiothérapie. Au final, qu'est-ce qu'on a? On a le CRATB et il est dit dans la partie réglementaire du Code de la santé publique qui doit être constitué d'un infectiologue en tant que directeur du CRATB, et l'instruction dit qu'il faut à minima que le CRATB comporte un infectiologue et un médecin généraliste. Le CRATB est implanté dans un établissement de santé, mais ses membres sont désignés par le DGARS. Et les deux missions, finalement, qui ont été bien précisées en 2020 et
confirmés en 2022 par décret et arrêté. C'est plus du tout du conseil, comme je vous disais, directement sur le choix d'une antibiothérapie par exemple, mais ça va être d'une part la coordination et l'animation de réseaux de professionnels, on va voir après à quoi ça correspond, mais aussi une expertise stratégique pour promouvoir en fait le bon usage des antibiotiques au niveau régional, et ça dans les 3 secteurs de soins. À savoir que il faut là, déjà à ce moment, on a déjà une synergie qui doit être recherchée entre les CRATB et les CEPIAS. Ce qui montre bien qu'on a potentiellement des missions potentiellement historiques des CEPIAS avec une prérogative de BUA qui était déjà donnée aux professionnels de la prévention des risques infectieux. Et il va falloir réussir à se coordonner avec les CRATB. Donc c'est vraiment écrit tel quel dans l'instruction de 2020, c'est qu'il faut qu'il y ait une synergie entre ces structures, une collaboration étroite et formalisée, et aussi une proximité géographique qui doit être recherchée entre CRATB et CEPIAS. Donc bon, on a 2 équipes finalement différentes avec des textes juridiques vraiment à part, mais quand même, il faut qu'il y ait un rapprochement, et ça, c'est sous la responsabilité de l'ARS qui est vraiment chargée de faire ce lien entre les deux. Et il est bien précisé qu'il va y avoir des thématiques communes, d'où l'intérêt de se coordonner entre CRATB et CEPIAS. Et notamment, une thématique qui est citée, c'est la vaccination, mais il y en a d'autres. Parfois, donc, c'est écrit tel quel dans l'instruction, ils vont pouvoir intervenir ensemble, peut-être pour la gestion d'une épidémie, voir les traitements à mettre en œuvre, etc. Alors, l'EMA. EMA, c'est équipe multidisciplinaire en antibiothérapie. C'est pas comme EMH, équipe mobile d'hygiène. Non, le nom est un peu différent, mais finalement, ils en sont pas tant éloignés que ça en termes de prérogatives, mais sur le volet bon usage des antibiotiques, évidemment. Alors, les EMA, pour le coup, on n'a pas de texte fort type arrêté décret qui les définissent. C'est vraiment seulement dans l'instruction de 2020 et surtout finalement dans le guide réflexe qui a en fait assez peu de valeur juridique, mais bon, voilà, où on suggère qu'il faut une organisation territoriale vraiment étendue. Donc on est plus sur la région, on découpe la région en fait avec des équipes pluridisciplinaires qui vont intervenir et c'est précisé sur l'aire minimale du GHT. En pratique, ce sont des équipes dans un établissement de santé qui sont constituées à minima, et c'est écrit tel quel, d'un infectiologue, un pharmacien, un microbiologiste et un infirmier formés au bon usage des antibiotiques, avec 2 prérogatives. La première de conseil ou de consultation, donc ça c'était les prérogatives au début des CCA en 2002, mais finalement qui sont maintenant destinées aux EMA, et le but, c'est aussi de décloisonner de l'établissement de santé, d'aller vers la ville et donc notamment de faire du conseil par téléexpertise auprès des prescripteurs. Et en parallèle, ils ont aussi une activité stratégique, donc pour promouvoir le bon usage des antibiotiques, comme les CRATB finalement. Mais en fait, le CRATB, c'est un échelon au-dessus qui va plutôt les coordonner. Et ils vont donc avoir une activité stratégique, et c'est vraiment écrit en étroite collaboration et synergie avec les EMH. Comme les EMH dans les 3 secteurs de soins. Et on note quand même s'il y a une volonté de décloisonnement, ça reste des équipes hospitalières, donc on a un certain nombre de missions qui sont listées dans le guide réflexe en établissement de santé, dont la vaccination qui est redondante un peu avec les missions des EMH et des EOH aussi dans l'établissement, et une mission hors établissement de santé, c'est surtout le conseil, la téléexpertise, mais pas seulement. Donc voilà, ça c'est le schéma en fait qui est présent dans l'instruction, où on voit bien qu'on a l'ARS qui pilote tout, donc avec l'assurance maladie pour avoir aussi le regard sur les chiffres de prescription, etc. et adapter la politique régionale. Donc l'ARS va piloter la politique régionale. On a un copil qui réunit aussi les acteurs régionaux pour réfléchir au programme à mettre en œuvre au niveau régional qui soit le plus pragmatique possible au regard des éléments de surveillance régionaux. Et
pour le coup, pour la lutte contre l'antibiorésistance, on voit bien, on a 2 organisations complètement parallèles entre le BUA et la PRI, avec un travail en synergie toujours. Et ces EMA qui, au final, elles ont un peu le même rôle, entre guillemets, que les EH et EMH, mais sur le versant vraiment uniquement bon usage des antibiotiques. Alors, là, on l'a vu déjà un petit peu, ça fait le lien avec ma seconde partie, on voit quand même que c'est une organisation très hospitalo-centrée. Alors, comment ça s'organise vraiment à l'hôpital ? Donc au niveau de la gouvernance hospitalière, là, vous voyez, on va reprendre un peu la hiérarchie des normes comme présentée par Catherine tout à l'heure. Dans la loi, on a une obligation pour les établissements de santé de définir une politique du médicament. Et on a une précision dans la partie réglementaire du Code de la santé publique qui va nous dire qu'il faut élaborer un programme d'action assorti d'indicateurs de suivi, etc., en matière de médicaments, et c'est écrit tel quel, notamment des antibiotiques. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une partie spécifique aux antibiotiques. Et il y a aussi l'obligation réglementaire pour les établissements de santé de désigner un référent en antibiothérapie. Alors, qui est ce référent en antibiothérapie ? D'après la partie réglementaire du Code de la santé publique qui nous donne un certain nombre d'éclairages, ils nous disent que c'est une personne qui va aller assister la CME, Commission médicale d'établissement, dans la proposition des actions de BUA et dans l'élaboration des indicateurs de suivi de mise en œuvre de ces mesures. Et qu'il doit organiser le conseil thérapeutique et diagnostique dans l'établissement. C'est tout ce qu'on a comme info. Donc on va aller fouiller un peu et voir dans les textes d'application à un peu moindre valeur juridique s'il y a d'autres précisions qui vont nous dire vraiment comment on fait pour mettre en œuvre la désignation du référent en antibiothérapie. Alors bon, là il y a un petit micmac, vous voyez donc 2002, je fais référence à la circulaire de 2002. En fait, en 2002, on avait la définition dans la circulaire d'un médecin référent de la commission des antibiotiques. Donc en fait, la circulaire nous disait il faudrait mettre en œuvre une commission des antibiotiques au même titre que donc, le CLIN, par exemple, à l'époque, mais qui, lui, était vraiment obligatoire, c'était mentionné par décret, etc. Là, non, on était juste dans une circulaire qui nous disait il faudrait mettre ça en œuvre. Et le médecin référent, c'était un médecin, il devait être référent de cette commission, pas référent antibiothérapie. Mais bon, voilà. Et un certain nombre de missions étaient listées, notamment l'aide aux prescripteurs dans le choix et la conduite d'une meilleure antibiothérapie, c'est le conseil, et la participation et l'organisation des actions de formation et d'évaluation. Et en fait, normalement, cette circulaire, elle a été abrogée par l'instruction de 2015 qu'on a vue tout à l'heure. Donc normalement, elle ne devrait plus être en vigueur. Mais l'instruction de 2020 a abrogé l'instruction de 2015 et finalement fait à nouveau référence à cette définition de 2002. Donc vous voyez, des fois, c'est un petit peu compliqué de comprendre les articulations entre les différents textes quand il y a vraiment une évolution un peu sur le long terme. Il y a des choses parfois qui vont s'entrecroiser, s'entrecouper, c'est un peu dur de s'y retrouver. Néanmoins, l'instruction de 2020 nous dit que la définition de 2002 est toujours en vigueur, mais elle nous apporte des éléments complémentaires. Un élément un peu de complexité complémentaire. C'est-à-dire que ce référent en antibiothérapie, s'il est dans le même établissement de santé qui porte une EMA, en fait, il va intégrer l'EMA. Il fait forcément partie de cette équipe. Et donc, en fait, ça donne de manière indirecte des nouvelles prérogatives stratégiques, je dis hors les murs, au référent antibiothérapie, parce qu'en fait, il n'est plus référent dans son établissement, il est vraiment référent pour l'ère du GHT au sein de son EMA, et dans les 3 secteurs de soins. Bon, et puis c'est un peu, on voit l'application actuellement, c'est un peu, ça se met en œuvre, mais c'est toujours assez compliqué d'aller chercher, d'aller mobiliser les acteurs de ville, surtout quand on a une organisation hospitalo-centrée comme ça. Et comme réponse, il est suggéré, notamment dans le guide réflexe, que les EMA s'appuient sur des réseaux de médecins ambassadeurs du bon usage des antibiotiques, donc des médecins en fait formés à l'antibiothérapie en ville.
Alors, quid de la commission des antibiotiques? Donc en 2002, je vous l'ai dit, la circulaire nous disait qu'il y avait une nécessité de mettre en place dans les établissements de santé cette commission, mais c'était pas obligatoire. C'était juste très suggéré. Et sa composition, cette commission des antibiotiques, elle incluait un membre de l'équipe opérationnelle d'hygiène, car, et c'était dit ainsi, l'articulation avec la prévention du risque infectieux était nécessaire. Donc cette commission des antibiotiques, elle a différents noms en fonction des établissements et même des textes, parce que dans un objectif vraiment d'inclure les anti-infectieux de manière générale, le nom a un peu évolué et vous pourrez entendre parfois commission des anti-infectieux, commission des antibiotiques, etc. Néanmoins, cette commission, elle inclut les référents antibiotiques, les correspondants locaux en antibiothérapie, donc ça ce sont les personnes au sein des services qui vont échanger de manière privilégiée en fait avec les membres de l'EMA ou du CRATB. C'est la même organisation finalement que pour la prévention du risque infectieux. On a un correspondant local en hygiène parfois dans des services qui vont discuter de manière privilégiée avec l'équipe opérationnelle d'hygiène. Et donc cette commission des antibiotiques, ses rôles, entre autres, qui étaient précisés en 2002 dans la circulaire, c'était de suivre les consommations d'antibiotiques, d'impulser et de coordonner des actions en matière de bon usage des antibiotiques. Et à cette époque, il était suggéré donc notamment qu'il fasse une analyse des données d'antibiotiques en collaboration vraiment avec l'équipe opérationnelle d'hygiène à travers le suivi de couples bactéries antibiotiques d'intérêt. Mais donc ça c'était dans la circulaire de 2002, mais vu qu'elle a été abrogée, puis finalement qu'elle revient un peu, qu'elle est toujours d'actualité, je ne sais pas si ça a vraiment été mis en œuvre jusqu'à présent, peut-être dans certains endroits, mais pas partout. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu. On a vu que la politique régionale de prévention de l'antibiorésistance dans l'instruction de 2020, elle devait prendre en compte des spécificités régionales. Et pour identifier ces spécificités régionales, on va aller voir des indicateurs et aussi des données issues de la certification. Donc, petit focus certification pour rappel. Là aussi, la loi donc, nous dit que les établissements de santé sont obligés de se soumettre au processus de certification, donc, mais de s'y soumettre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une obligation de résultat pour autant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation dans la loi d'être certifié. Néanmoins, la partie réglementaire vient nous apporter une précision en disant que s'il y a des faits ou manquements qui sont identifiés lors du processus et qui risquent de mettre en jeu la sécurité des patients, eh ben, ces données sont portées à la connaissance des autorités compétentes, c'est-à-dire l'ARS. Et donc là, ce sera à l'ARS d'apprécier si les problématiques rencontrées sont vraiment problématiques ou non. Et donc le risque, par exemple, d'une non-certification, ça va être potentiellement une remise en cause de l'autorisation s'il y a vraiment des risques pour la sécurité des soins. Donc il peut parfois y avoir des suspensions d'activité, etc. Et bon, les autres risques, évidemment, c'est une perte de crédibilité vis-à-vis du grand public parce que c'est quand même un résultat qui est affiché et que derrière, il y a une obligation de mener à nouveau la procédure dans un délai assez restreint pour pouvoir être certifié. À savoir qu'il y a un nouveau référentiel de certification V2025 qui apporte des critères liés au bon usage des antibiotiques. Donc, un critère standard concernant la maîtrise des bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs, mais surtout un critère impératif, c'est-à-dire que si ce critère n'est pas respecté, entre guillemets, il pourra y avoir un impact fort sur la décision de certification ou non. Et donc ce critère impératif, il porte sur la pertinence des prescriptions d'antibiotiques qui doit être argumentée et réévaluée. Que nous dit le référentiel de certification, qui du coup n'est pas un texte juridique en tant que tel, mais qui a une certaine valeur puisqu'on est obligé de se soumettre à ce processus, donc finalement on est obligé de répondre aux éléments qui vont être évalués. Donc ce critère va aller évaluer un certain nombre de choses, donc on voit dans les éléments d'évaluation, notamment le fait que l'établissement doit améliorer ses indicateurs de lutte contre l'antibiorésistance, donc ça, leur nature sera précisée à venir. Mais on voit qu'il y a une implication qui doit être attendue dans le critère en dessous de l'équipe opérationnelle d'hygiène, notamment sur la thématique. Voilà, même si on n'a pas spécifiquement de mention de la mise en œuvre
d'une EMA qui interviendrait sur les établissements. En même temps, c'est normal, c'est très hospitalo-centré sur l'ère du GHT, donc comme la certification est aussi applicable à tout ce qui est privé. Bon, voilà. Mais en tout cas, il doit y avoir des équipes opérationnelles d'hygiène qui doivent être impliquées sur la thématique. Et la prise en compte d'un indicateur, le IAS ATBIR, donc le taux de patients avec une prescription d'antibiothérapie de 7 jours au moins pour infection respiratoire basse. À savoir que ça paraît un peu flou comme ça, c'est normal, il y a un travail en cours avec une collaboration entre la HAS et la mission nationale SPARES pour venir préciser certaines choses, notamment la participation au réseau national de surveillance de la consommation de la résistance aux antibiotiques. Ensuite, les IQSS, donc on a vu là l'indicateur ATBIR qui était obligatoire dans la certification, et en fait donc ça fait partie des indicateurs de qualité et sécurité des soins IQSS. Donc on voit dans la loi, on repart encore, hein, loi puis précision dans la partie réglementaire, donc dans la loi il peut y avoir une dotation complémentaire pour certains établissements s'il y a une atteinte de résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, donc les IQSS. Et la partie réglementaire du code vient nous préciser qu'une liste des indicateurs va être fixée chaque année par arrêté après avis de la HAS. Donc globalement, on a une liste HAS des IQSS qui est sur leur site. Certains sont d'affichage public, mais ça dépend des années, c'est précisé par un courrier HAS, c'est aussi sur leur site. Et chaque année, on va avoir un arrêté qui va nous définir parmi ces IQSS quels sont ceux qui font l'objet ou non d'une dotation complémentaire et qui seront du coup des IFAC pour l'année en cours. Donc ça change tous les ans. Et à noter que l'indicateur qu'on a vu tout à l'heure, l'IQSS IAS ATBIR, n'est pas un IFAC en 2025. Donc d'après le texte, donc l'arrêté de fin 2024, mais il l'était pour l'année précédente. Enfin, on a aussi des données et de l'encadrement du bon usage des antibiotiques au niveau régional et hospitalo-centré à travers le CAQES. Donc pour rappel, le CAQES, il est défini dans le Code de la Sécurité sociale. Donc c'est un contrat tripartite entre les établissements de santé, les ARS et l'assurance maladie, qui concerne maintenant que certains ES qui sont ciblés, établissements de santé qui sont ciblés par l'ARS. Par contre, s'ils refusent, il peut y avoir une sanction financière s'ils se refusent de soumettre au CAQES. En revanche, s'ils arrivent à atteindre les objectifs, là, on a une incitation, on a une dotation complémentaire. Donc la partie réglementaire du Code de la Sécurité sociale, donc on a des articles en D, vous voyez, mais c'est la même valeur que les R. Il vient nous préciser que le CAQES comporte un certain nombre de volets, notamment celui sur le bon usage des médicaments, produits et prestations. C'est celui-là qui nous intéresse le plus, parce que en fait, dans chacun de ces volets, on pourra avoir donc des indicateurs nationaux, c'est-à-dire des indicateurs qui doivent être mis en place dans tous les CAQES de France, et éventuellement des indicateurs régionaux. C'est la marge d'adaptation à l'initiative de la région qui est précisée dans l'instruction de 2021. Et on voit que dans certaines régions, on a des indicateurs liés au bon usage des antibiotiques, donc qui vont être obligatoirement mis en place dans tous les établissements qui ont signé le CAQES, et dont le résultat aussi derrière va permettre d'influencer potentiellement la mise en œuvre les propositions d'action au niveau régional. Donc on voit qu'en Pays de la Loire, on a la pertinence de la prescription d'antibiotiques dans les infections urinaires. En Nouvelle-Aquitaine, c'est surtout sur l'utilisation des antibiotiques critiques. Donc en conclusion, j'ai mis ce joli gâteau en plus parce que je pense que vous allez tous aller manger après, mais c'est pas juste pour vous ouvrir l'appétit, c'était pour illustrer le fait qu'on avait vraiment un millefeuille de textes qui étaient tous un peu imbriqués entre les circulaires, instructions, avec un historique qui remonte à 2002 et des choses qui sont encore des définitions encore valables de la circulaire de 2002, des textes plus haute valeur juridique, si je peux dire ça comme ça, donc comme les décrets, les arrêtés qui ont plus de force, d'importance, et des choses un peu satellites, mais qui vont aussi participer à ce cadre, donc la certification, le CAQES, les IQSS. Et bien avoir en tête qu'une synergie doit être recherchée entre la PRI et le BUA pour la lutte contre l'antibiorésistance, et l'ARS en est responsable.
Donc ce dispositif est assez complexe, on le voit, hein, et il va y avoir normalement une évaluation menée par l'IGAS de ce dispositif d'organisation un peu parallèle CPS, CRATB, EMA, EMH. Et juste, alors là c'est vraiment pour terminer, donc Pierre Parnex m'a demandé de faire un petit focus éventuellement si j'avais le temps sur le financement de ces activités. C'est vrai que c'est important, c'est un peu complexe. Et donc je vais juste vous dire par exemple pour les CRATB, tout est aussi dans les textes juridiques. Donc dans l'arrêté du 18 novembre qui fixe le cahier des charges des CRATB, il doit y avoir une convention entre les l'ARS et l'établissement d'implantation du CRATB. Et dans cette convention, il va y avoir le montant de la dotation qui doit être issu du fonds d'intervention régional, le FIR. Et ce FIR, pareil, il est défini dans le Code de la santé publique, donc c'est dans les articles de loi en L, j'ai oublié le petit L. Et pour rappel, il est issu d'un certain nombre de fonds, donc des régimes obligatoires de l'assurance maladie, de la CNSA et d'autres subventions. Et il y a vraiment une partie de ce fonds qui est à la main des ARS en fait, et c'est les ARS qui décident sur quel projet ils vont financer, quelle structure éventuellement ils vont financer parmi tout ce qui correspond aux petits 1, 2, 3, 4, 5 là que je vous ai noté. Donc notamment par exemple la promotion de la santé, la prévention des maladies, donc typiquement les CRATB ça rentre dedans. Voilà, j'espère que je suis pas allée trop vite, c'était pas trop dense et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup Ségolène pour ta présentation qui était très claire et qui a le mérite de remettre un peu les organisations en tête. On a une première question, c'est quand est-ce que les EOH finalement peuvent contacter les CRATB? On a un établissement par exemple qui a signé une convention avec un centre hospitalier pour avoir des avis et il voulait savoir s'il pouvait contacter une EMA gratuitement. Alors, bonne question. Alors oui, c'est gratuit, mais en fait, on a vraiment une organisation. Euh, On a perdu le micro de ouais, Ségolène. Oui, ça a on coupé ne le t'entend micro, ouais. plus. Ségolène, on ne t'entend plus, je ne sais pas pourquoi. Non. En tout cas, le temps que Ségolène retrouve la voix, c'est dans le cadre de conventions. Donc, comme l'EMH se conventionne avec différents établissements, il faut que ce soit compris dans les missions de l'EMA d'intervenir pour tel ou tel établissement, ou tel EHPAD, ou tel professionnels libéraux, par exemple dans le cadre d'une CPTS ou d'une équipe de soins. Tout est dans les conventions à écrire. D'accord. Ségolène, je ne sais pas si on t'a récupéré. Non, on ne t'entend toujours pas. Et le CRATB, il peut être contacté à tout moment. Là, il n'y a pas besoin de convention puisqu'il est là, il est financé par l'ARS pour une mission régionale. D'accord, mais même concernant du coup des avis en antibio. Alors, le CRATB maintenant, comme l'a dit Ségolène, il n'a plus de mission de donner lui-même des conseils. Il a la mission stratégique d'organiser le conseil sur le territoire. Donc, C'est ça. si le OH n'a pas connaissance de l'infectiologue de proximité, le CRATB peut par exemple l'orienter vers l'infectiologue du CH de proximité, par exemple. Vous m'avez récupéré là, c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Ah, bon, ben merci beaucoup, Catherine. Vous avez tout bien répondu. J'aurais pas fait mieux. On a encore quelques questions, mais je pense qu'il va falloir qu'on vous libère, mesdames, si je ne dis pas Malheureusement. de bêtises. Du coup, je repasse la main à Stuti pour clôturer le webinaire. Merci Manon. Merci à Ségolène et à Catherine pour ces présentations super claires et super intéressantes.
Je pense que ça a éclairci les choses pour pas mal de personnes. Néanmoins, s'il y a encore des questions et des choses qui ne restent pas claires, et notamment j'ai vu certaines questions euh, sur les procédures. Par exemple, il y a une question sur une procédure civile, etc. Les questions sur tout ce qui est expertise et procédures, c'est justement le thème du prochain webinaire de la semaine prochaine. Donc ça tombe très bien. On aura 2 experts à nos côtés qui ont un background plutôt différent entre Joseph Ajar et Jean Vinoc de Cousser. Donc vous allez voir, je pense que ça va être passionnant et peut-être que ça va créer des nouvelles vocations. Et puis, on finira par le 3e webinaire la semaine d'après, qui sera géré par, enfin, qui sera géré, en tout cas, où l'intervenant principal est Pierre Parnex, qui va vraiment un petit peu faire le bilan des 2 premiers webinaires pour un petit peu répondre aux questions et expliquer un peu comment se positionner et comment gérer toutes ces informations justement qui peuvent être un petit peu envahissante et lourde, comme le disait Catherine tout à l'heure. Et la plupart des experts des jurynards 1 et 2 seront également présents pour répondre aux questions. Donc c'est vraiment une ambiance table ronde. Donc on vous encourage vraiment à suivre les jurynards jusqu'au bout parce que vous allez vraiment pouvoir discuter à la fin avec tout le monde et il y aura des réponses à toutes ces questions. Donc je remercie à nouveau les 2 intervenantes qu'on reverra au jurinaire numéro 3 et je remercie vraiment sincèrement l'équipe formation que vous avez vu une partie là avec Manon, Marion et Margot pour l'organisation et la modération dans l'ombre de ce webinaire parce que ce n'est pas facile. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas louper toutes les informations pour ces webinaires. Et pour répondre à une dernière question, le replay, comme d'habitude, sera disponible pendant les 3 prochains mois pour les adhérents SF2H en exclusivité d'abord, avant d'être libéré et consultable sur le YouTube de la SF2H par tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée.